Les critères qui ont amené la commission à choisir tel ou tel autre doit être libéré, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les critères. Donc, les gens sont libérés, ils sont amnistiés. On espère vraiment qu'ils vont rentrer dans la vie civile et que si c'est réellement des gens qui ont dérangé la stabilité de notre pays, et que cette fois-ci, ils vont comprendre et ils vont s'aligner. Comme tout citoyen, ils vont avoir un comportement digne d'un bon citoyen. Mais que pensez-vous de ceux qui disent que cette loi privilégie les belligérants? Bon, moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas que les belligérants. Analyse, émission ya kitoko. Analyse, écoutez ya bino, ezolobela, makambo ya mboka. Analyse, basée essentiellement sur le traitement de l'information de faits d'actualité. Bienvenue à tous dans votre magazine. Madame, Monsieur, bonsoir. Analyse de ce soir va examiner les questions brûlantes de l'actualité. Vous le savez, les Congolais de Kinshasa sont expulsés de Brazzaville. Ça va faire près de 2 semaines maintenant et ces expulsions continuent. Elles se font de manière inhumaine. Nous en parlerons avec notre invité de ce soir. Nous parlerons également de la loi sur l'amnistie qui est entrée en phase d'exécution. Et notre invité de ce soir pour examiner l'actualité, c'est Monsieur Emmanuel Ilunga, président de l'ARP, Action républicaine pour le progrès. Monsieur Ilunga, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Première question, ça va faire plus de 2 semaines, comme je l'ai dit tantôt, que les Congolais sont expulsés de Brazzaville de manière inhumaine. À votre avis, qu'est-ce qui est à la base de ces expulsions massives? Bon, moi j'aurais aimé cette question à la fin de l'émission, parce que c'est une question brûlante. J'aurais aimé, mais comme vous posez la question, parce que la question risque de prendre toute l'émission. Tout d'abord, l'expulsion de mes compatriotes, moi je suis vraiment au regret. Je suis triste, je suis profondément attristé et je sens une certaine humiliation en moi, parce qu'on expulse des Congolais pour des raisons et on ne peut plus obscures. Est-ce que nous, les Congolais de Kinshasa et les Congolais de Brazzaville, est-ce qu'un jour nous pourrons avoir des relations saines? Parce qu'il faut savoir que les Congolais de Kinshasa ont toujours été maltraités au Congo-Brazzaville, arrêtés arbitrairement, même s'ils sont en règle. Alors que nous, chez nous, ici au Congo-Kinshasa, nous avons toujours été magnanimes. Ils avaient eu une guerre internationale, si vous voulez. Tous les Congolais ont fui, ils sont venus à Kinshasa. Ils ont été logés dans les familles congolaises. Gracieusement, personne n'a été inquiété. Jusqu'au jour où ils sont retournés chez eux. Ils ont été très bien accueillis. Mais ils nous ont toujours retourné des épines à la place de roses. Je suis triste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je considère que le Congo, ce n'est pas un pays frère, c'est un pays voisin. Je pensais naïvement que le Congo-Brazzaville était un pays frère. Mais aujourd'hui, je me rends compte, vraiment avec beaucoup d'amertume, que le Congo-Brazzaville est un pays voisin. Donc comme c'est un pays voisin, nous devons traiter avec le Congolais de Brazzaville, nous devons avoir des relations de voisinage, pas des relations de fraternité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les facilités consulaires que nous avons avec les Congolais de Brazzaville doivent cesser. Nous, le Congolais de Kinshasa, je crois très sincèrement que nous pouvons vivre chez nous, pas en autarcie, mais nous pouvons vivre sans le Congo-Brazzaville, sans qu'il y ait quoi que ce soit. C'est un pays qui nous apporte pratiquement rien du tout. Rien. En termes de balance économique, balance commerciale, ça ne nous rapporte pas grand-chose. Donc nous pouvons nous en passer sans crier gare. On peut aller plus loin jusqu'à rompre les relations diplomatiques, vous pensez? Pas pour le moment. Pas pour le moment, il y a des phases. Pour l'instant, nous sommes dans une première phase. Dans la première phase, il y a une grosse faille de notre part, le gouvernement congolais.
Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à chasser Manu Militari, les Congolais, nos compatriotes. Mais le gouvernement ne réagit pas. Le gouvernement est très timide. Le gouvernement a peur. A peur de quoi? Quand on est à la tête d'un pays, en tant que gouvernement, on est là pour défendre les intérêts de sa nation. Les intérêts de notre nation sont bafoués. Les droits de l'homme bafoués. Les Congolais sont humiliés, chassés. On leur a retiré leurs biens. Mais le gouvernement réagit très timidement. Je dirais même ne réagit pas, ne communique pas. Nos compatriotes qui sont virés du Congo, ils arrivent chez nous, dans notre pays. Ils ne sont pas logés, ils ne sont pas accueillis correctement. Le Congo, Zaïre, a les moyens de les loger. Le Congo a les moyens de Oui, mais les loger où? Dans des hôtels? Dans hôtels. Dans un premier temps, on peut leur donner des hôtels. Plus de 500 personnes, les loger dans les hôtels. Quels hôtels? Nous avons également des expatriés qui vivent ici. Oui. Comment faire? Oui, mais nous pouvons... D'abord, nos compatriotes sont chassés. Notre intérêt premier, c'est l'avenir, la vie de nos compatriotes. Il y en a qui ont des enfants, des petits-enfants. Le souci majeur du gouvernement devrait être cela, en ce moment-ci. Parce que c'est une période de crise. Le gouvernement devait convoquer une réunion de crise. Parce qu'il y a une crise qui est devant nous. À la limite, associer l'opposition que nous sommes. Le gouvernement n'a pas toutes les solutions pour le Congo. Nous sommes tous des Congolais. Comment voulez-vous être associés face à cette crise? Nous avons des propositions à faire. Si le gouvernement cherchait des solutions durables, solides, tout d'abord, il faut analyser pourquoi il y a une vague de Congolais qui sont chassés en permanence et de manière brutale, très bestiale. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas nous, M. Ilunga? Nous, les Congolais, c'est-à-dire, quelque part, nous ne nous prenons pas au sérieux. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Nous, les Congolais, la plupart des Congolais qui vont au Congo-Brazzaville, ils croient aller trouver une vie meilleure. Mais le Congo-Brazzaville est très loin d'apporter une vie meilleure à d'autres Africains. D'autant plus que beaucoup des Congolais de Brazzaville sont en exil dans le monde entier en train d'errer, chercher des exils. Donc ils sont très loin de donner une vie meilleure parce qu'ils n'en ont pas. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils consomment comme alimentation, ça vient de chez nous. Donc c'est une naïveté, mais le gouvernement doit communiquer là-dessus pour rappeler à l'ordre sa population. C'est eux qui sont aux commandes, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. Nous sommes dans l'opposition, nous on tire la sonnette d'alarme. Nous regardons ce qui ne va pas. Quel genre de communication voulez-vous, monsieur Ilunga? Mais la communication, c'est d'abord de dissuader les Congolais de ne pas aller au Congo-Brazzaville parce qu'en ce moment, les torchons brûlent. D'abord, le premier signal d'alarme. Et de deux, dire aux Congolais qui sont au Congo-Brazzaville de retourner chez eux, de retourner au Congo, de revenir chez nous. Parce que ce n'est pas les Congolais qui ont choisi de venir, c'est les Congolais de Brazzaville qui ne veulent plus de nos compatriotes. Alors à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis mal de voir notre Premier ministre traverser, aller au Congo-Brazzaville. Il est considéré comme victime. Nous sommes des victimes. Il n'a pas à traverser, aller au Congo-Brazzaville. Pour aller faire quoi? Aller supplier, aller plaider quoi? Même si c'est dans un... C'est une forme de diplomatie. Mais quelle diplomatie? Vous auriez voulu que ceux de Brazzaville viennent de ce côté-ci pour discuter avec nous? Les signaux lancés pour tous les pays limitrophes. Vous vous imaginez si tous les pays limitrophes chassaient nos compatriotes? Le Premier ministre va faire les voyages dans tous les pays pour aller voir les différents gouvernements réciproques? Non. Non. Je crois qu'il y a une dignité à défendre. Il y a de l'honneur à défendre. Et dans sa dignité, dans notre dignité, parce que lui n'est pas, lui en tant que personne, il part en tant qu'État. Donc il nous représente tous. Sa démarche, la démarche du Premier ministre... Le ministre des Affaires étrangères est parti comme État aussi. Oui, mais ça nous engage. Délégué par le président de la République. Mais moi je considère que cette diplomatie-là, pour nous, c'est une humiliation. Ils nous ont humiliés. Nous ne pouvons pas nous humilier deux fois. Nous ne pouvons pas nous humilier deux fois. À votre avis, ce déplacement ne va rien changer? Mais est-ce que ça va demander de réparer les souffrances de nos compatriotes? Ça ne peut plus les réparer. Les Congolais ont cassé quelque chose dans notre relation avec eux. Ils ont cassé. Les deux voyages ne vont rien arranger. Les souffrances des gens sont là. Elles seront toujours là. Donc, moi, le Premier ministre, au lieu d'aller au Congo, autant s'occuper d'abord de ses enfants qui sont présents, qui ont besoin de lui, de son aide. Donc, si on ne rend pas les relations diplomatiques, le Premier ministre revient, on peut tout de même fermer le beach Ngobila. Parce que quelque part, les Congolais de Brazzaville dépendent de nous, monsieur Ilunga. Les relations diplomatiques, il faudrait les geler. Les relations diplomatiques doivent servir au respect mutuel. Les Congolais nous manquent du respect. Ils manquent, si, comme vous le dites, le chef d'État a envoyé
le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'il est allé le représenter et représenter toute la RDC. Et à son retour, on a encore chassé les Congolais, on les a mis dans les bateaux. Est-ce que ces gens-là nous respectent? Est-ce qu'ils respectent l'envoyé du chef de l'État? S'ils ne respectent pas l'envoyé du chef de l'État, c'est qu'ils ne respectent même pas les chefs de l'État. Donc à ce moment-là, nous sommes tous humiliés. Mais pourquoi aller encore une deuxième fois? Pour aller demander quoi? Non, on peut geler les relations diplomatiques. On peut les mettre en berne, pas les rompre, mais on peut geler. Moi, je considère ça comme ça, qu'il faudrait hausser les tons. Il faut hausser les tons. Le gouvernement doit hausser les tons, doit montrer que nous sommes un État souverain et nous sommes capables de prendre en charge nos populations. Ce n'est pas les Congolais de Brazzaville qui peut nourrir tous les Congolais de RDC. Nous sommes plus de 60 millions d'habitants. Ils ne nourrissent pas tous les Congolais de RDC, ne vont pas au Congo-Brazzaville pour aller gagner leur vie. Donc il y a une dignité à défendre. Moi, ça je suis révolté. Moi, la démarche ne me convient pas du tout. Alors, Monsieur Emmanuel Ilunga, depuis que cette opération a commencé au Congo-Brazzaville, Mbate à Mokolo, comme il l'appelle, on voit qu'il y a des graves violations des droits humains, mais jusqu'à présent, aucune organisation internationale qui s'occupe des droits humains n'a ouvert la bouche. Bien sûr. Mais la faute à qui? Toutes ces organisations agissent en fonction de la puissance des États ou de la taille diplomatique des États. C'est-à-dire, ça c'est un signe que même au niveau international, les Congos ne signifient rien. On peut tuer les Congolais comme on veut, personne ne lève le doigt, ce n'est pas un problème. Ça doit interpeller le gouvernement. Ça doit les interpeller fortement. Il faut un peu de dignité, un peu de considération de soi. Si la communauté internationale ne lève pas les doigts, mais il y a des ONG au Congo. Des droits de l'homme, il y a des ONG au Congo. Ils doivent monter au créneau. Ils doivent recenser les gens qui sont violés, les gens qui ont été violentés, faire une liste, porter plainte. Et vous-même de l'opposition, que faites-vous? Nous faisons des démarches. Moi, j'ai fait la démarche pour rencontrer nos compatriotes qui sont chassés, qui sont dans la détresse. Mais la seule chose que moi je peux faire, c'est les écouter, les entendre et aller sur la place publique, plaider pour eux, être leur avocat. C'est le seul pouvoir que moi je peux faire. Moi, je ne suis pas ministre, je ne suis pas au gouvernement. Moi, je suis dans l'opposition. Donc, moi, mon rôle, c'est de tirer la sonnette d'alarme, de dire au gouvernement, attention, là, vous faites fausse route, il y a votre population qui est là, en train de souffrir, ils attendent de l'aide de vous, à manger, dormir dans les bonnes conditions. Ça, c'est dans la priorité dans un premier temps. Et après, on peut régler les problèmes, on peut faire de la diplomatie, on peut faire intervenir des États. Mais dans un premier temps, il y a une urgence. Mais quelle est votre réaction par rapport à l'attitude de Brazzaville qui a envoyé une lettre en République démocratique du Congo pour le rapatriement, du moins des étudiants et de quelques familles brazzavilloises qui vivent ici à Kinshasa? Et vous avez vu sur les images, ouais, le ministre de l'Intérieur a accompagné toutes ces personnes qui sont parties avec honneur. Oui. Ce qui est différent de ce qui se passe avec les Congolais. Les étudiants congolais de Brazzaville qui ont fréquenté chez nous ne nous ont rien fait. Ce sont des étudiants. Nous ne pouvons pas les sanctionner par rapport à la réaction violente du gouvernement congolais. Ils ont peut-être eu peur des représailles. Mais nous sommes des gens civilisés, nous les Congolais. Nous sommes éduqués, nous sommes civilisés. La preuve, c'est que depuis qu'ils ont commencé leurs opérations, aucun Congolais de Brazzaville n'a été inquiété chez nous, dans notre pays. Nous sommes civilisés, nous sommes disciplinés. Et donc, dans notre discipline, nous ne pouvons pas salir nos mains comme eux, ils le font. Les Congolais de Brazzaville ont toujours été violents et jaloux vis-à-vis de nous. Nous sommes un grand pays. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront pas rivaliser avec nous dans les longs termes. Nous sommes un grand pays. Et ça, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est une tache noire dans des relations qu'on pourrait construire. Difficilement. La preuve, c'est quand ils avaient la guerre chez eux, entre Sassou et Lissouba, mais tous les Congolais sont venus au Congo. Il n'y a aucun Congolais qui a eu un cheveu arraché. Nous leur avons offert l'hospitalité à 400%. Mais ils ont tout oublié, excusez-moi. Ils ont tout oublié aujourd'hui. Donc nous sommes dans cette situation des souffrances. Et moi, je suis le premier à souffrir de ça. Et malheureusement, ceux qui vivaient ici, vivaient sans documents, sans papier, alors que nos compatriotes qui étaient au Congo-Brazzaville ont été chassés, comme quoi ils seraient des Koulouna, ils n'auraient pas de papier. C'est aussi un problème. Les Congolais du Brazzaville ont toujours été injustes, c'est des gens complexés. Ils ont un complexe d'infériorité par rapport à nous.
ils se battent avec un fantôme. Nous, nous ne sommes pas là pour leur faire la guerre. Nous, nous cherchons à construire notre pays, notre unité nationale, à bâtir les souffrances qu'on a connues, les guerres dans l'Est. Donc nous sommes en train de construire notre Congo de demain. Mais eux, ils se battent avec un fantôme. Nous ne sommes pas là pour leur faire la guerre. Ils sont complexés. Et c'est dans leur complexe qu'ils essaient de déstabiliser notre pays en chassant nos compatriotes qui vivaient chez eux. Mais sachant bien qu'il y a aussi des Congolais de Brazzaville chez nous. Il n'y a pas que des étudiants. Il y a aussi des Congolais de Brazzaville qui travaillent chez nous. Mais quelle devrait être notre attitude si jamais les Brazzavillois décidaient de revenir ici au Congo-Kinshasa? Non, ils ne reviendront pas comme ça. Nous ne sommes pas... c'est pas une porte, c'est pas une boîte de nuit. Oui, mais tous ne sont pas partis, monsieur Ilunga. Oui, mais aujourd'hui, il faut une réciprocité. Aujourd'hui, il faut une réciprocité. C'est clair et net. Ça, c'est un langage totalement diplomatique. Il faut une réciprocité. Vous me donnez un bouquet de fleurs, je vous donne un bouquet de fleurs. Voilà, vous me donnez des épines, ben je vous donne des épines. C'est comme ça qu'on apprendra. Mais notre attitude également par rapport aux autres expatriés qui vivent en République démocratique du Congo, qui n'ont pas des papiers, qui n'ont pas des documents. Oui, mais quand on n'a pas des papiers, on n'a pas de documents, on ne respecte pas les règles de ces pays. Soit ils doivent se conformer aux règles, soit il faut qu'ils prennent les dispositions de retourner chez eux. Qu'ils prennent des dispositions de retourner chez eux. C'est comme ça. Quand on est dans un pays, soit on fait les démarches nécessaires pour régulariser sa situation, auquel cas, on prend les dispositions pour rentrer, pour faire demi-tour. Alors j'aimerais qu'on parle des derniers expulsés qui sont rentrés, qui ont été accueillis par le gouvernement de la République démocratique du Congo, logés, comme nous l'avions dit, à la salle Monguita. Est-ce que ce n'est pas de l'irresponsabilité du gouvernement? Mais le gouvernement n'a pas... Le peuple congolais, ça, peut-être qu'ils ont des conseillers qui ne leur disent pas la vérité. Moi, personnellement, je n'attends rien de ce gouvernement. Je n'attends pas qu'ils me donnent l'argent, mais je n'ai pas à flatter. Moi, je constate un fait, je le dis. J'espère vraiment que les mis sont des bons conseillers. S'ils ont des conseillers qui peuvent dire la vérité, il faut qu'ils leur disent ceci. Les Congolais sont très déçus de la réaction du gouvernement. Non seulement la réaction est timide, on a l'impression que le gouvernement a peur de quelque chose. Et cette peur-là, c'est une humiliation pour toute la nation congolaise. Il faut que le gouvernement congolais agisse. Et elle doit agir. Le gouvernement est agressé, elle est là pour défendre une population. Le nombre de Congolais qui ont été rapatriés brutalement, avec beaucoup de bestialité, que ce soit au Congo-Brazzaville et encore en Angola. Mais le gouvernement doit réagir pour nous montrer que le gouvernement peut défendre sa population. C'est une cause nationale. Ce n'est pas une cause individuelle. Tous les Congolais dans la rue, quand vous leur posez la question, ils sont attristés. Ils sont mal dans leur peau. Et ils regardent avec stupeur la réaction du gouvernement, une réaction extrêmement timide. Alors il y a un Premier ministre, il faut maintenant qu'il tape un peu le poing sur la table, en disant c'est bon, stop. Donc il y a un moment où il faut montrer qu'on est capable de prendre des décisions et de dire non à un certain comportement. Alors j'aimerais cette fois-ci qu'on parle de la loi sur l'amnistie promulguée par le président de la République qui est entré en phase d'exécution. Monsieur Ilunga, durant la semaine, on a vu près de 50 prisonniers libérés des prisons. Un commentaire? Ben, écoutez, c'est une loi, vous savez, une loi qui est votée, promulguée, elle a force de droit. À partir du moment où elle a force de droit, moi je ne peux pas personnellement en discuter. Je ne peux qu'émettre un avis, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Les critères qui ont amené la commission à choisir tel ou tel autre doit être libéré, je ne sais pas. Moi je ne connais pas les critères. Donc les gens sont libérés, ils sont amnistiés. On espère vraiment qu'ils vont rentrer dans la vie civile et que si c'est réellement des gens qui ont dérangé la stabilité de notre pays, et que cette fois-ci ils vont comprendre et ils vont s'aligner. Comme tout citoyen, ils vont avoir un comportement digne d'un bon citoyen. Mais que pensez-vous de ceux qui disent que cette loi privilégie les belligérants? Bon, moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas que les belligérants qui sont libérés dans cette loi. Effectivement, il y a des belligérants parce que c'était dans les accords, dans les discussions des accords cadres. On n'a pas le choix, le gouvernement congolais devait les amnistier. C'était une des conditions pour arrêter la guerre aussi. Donc il faut que le Congo respecte ses engagements. C'est un des engagements que le Congo a pris. Qu'on devrait amnistier certains belligérants qui ont rempli un certain nombre de conditions. Donc s'ils ont amnistié les belligérants, ça respecte
les conditions qui ont été fixées au terme des accords. Mais il y a M. Ngbanda qui ne sait pas revenir au pays, M. Roger Lumbala qui a été cité comme étant acteur au sein du M23, mais son nom n'a pas figuré sur la liste des personnes amnistiées. La loi d'amnistie, c'est une loi qui parle des faits, qui part de 2006 à 2013. Mais pour amnistier des faits politiques et des mouvements insurrectionnels. Alors, en ce qui concerne Eugène Diomi Dongala, qui est mon ami, un ami pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, et Roger Lumbala, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur ces démarches, mais je crois que, sincèrement, c'est un aventurier. Mais tout d'abord, c'est une demande qui doit être faite individuellement. C'est-à-dire, ceux qui sont à l'étranger, ils doivent se déplacer pour aller dans les ambassades et signer des documents de manière à demander au gouvernement d'être dans la liste de ceux qui seront amnistiés. Donc Ngwanda y compris, il est à l'étranger, alors il peut aller, nous avons des ambassades à Londres, à Paris, un peu partout pour demander effectivement la liste et faire cette demande au gouvernement pour être amnistié. Maintenant, en ce qui concerne le M23, on ne va pas amnistier les gens en masse. Ils ont envoyé une liste de combattants amnistiés, mais la liste de combattants amnistiés, le gouvernement ne les connaît pas individuellement. Donc le gouvernement est obligé d'envoyer une commission d'enquête, que ce soit à Kigali ou à Kampala, pour voir si réellement ces combattants qui doivent être amnistiés sont des vrais Congolais ou pas. Et le gouvernement, je pense, à mon humble avis, qu'il a déjà envoyé des experts pour ça. Et si c'est le cas, donc on attendra, on n'amnistie pas des gens parce qu'il est du M23, mais on amnistie des Congolais qui ont commis des faits insurrectionnels. S'il s'avère que ces gens sont des Congolais qui ont commis des faits insurrectionnels, et pour la paix de notre pays, ben on les amnistie. Nous ne sommes pas les premiers pays à le faire. À l'époque, en 1945, on a amnistié aussi des Allemands, et ainsi de suite. C'est des choses qui se font, qui s'inscrivent totalement dans les règles du droit international. Sincèrement, je vais droit au but. Alors j'aimerais qu'on parle de deux autres personnes, le pasteur Coutinho Fernando, qui est pratiquement souffrant, et Diomi Dongala, que vous, de l'opposition, réclamez, qui aurait dû sortir... Moi, je défends Diomi, je le défends. Et je considère qu'il est injustement arrêté. Je défends. Et j'aimerais le voir dehors. Sincèrement, j'aimerais le voir dehors parce qu'il ne mérite pas ce qu'il est en train de subir. Un pays qui n'a pas d'opposition, c'est un pays qui va droit vers la chute. Le pouvoir, quelle que soit sa force, a besoin d'un contre-pouvoir pour le maintenir en équilibre. Parce que quand vous ne maintenez pas un pouvoir en équilibre, le pouvoir tombe fatalement. Donc le pouvoir, quel que soit, même du temps de Staline, il y avait un contre-pouvoir. Mais quand il a refusé le contre-pouvoir, vous avez vu, le communisme, ça a éclaté. Parce que le totalitarisme porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Parce qu'au fur et à mesure, vous prenez le pouvoir, vous voulez le gonfler, et ainsi de suite, et vous oubliez même les fondamentaux. Et pour finir, vous éclatez. Donc, Eugène doit sortir. Arrêter Eugène parce qu'il est de l'opposition, c'est injuste. Moi, je considère qu'il est injustement arrêté. Mais qui doit bénéficier de cette loi sur l'amnistie? Ce n'est pas à moi de décider. Ceux qui l'ont injustement arrêté... Selon vous? Non, moi j'ai dit, non, ceux qui sont injustement arrêtés d'abord. Ceux qui sont des prisonniers politiques. Le pasteur Coutinho, il faut nous dire ce qu'il a fait comme faute, comme crime ou comme délit. Vous comprenez? Moi, je ne crois pas que le pasteur Coutinho, c'est un bandit de grand chemin. Il n'a pas tué, je n'ai pas vu, mais je ne vois pas pour quelle raison il doit rester ad vitam aeternam en prison. Moi, personnellement, si aujourd'hui j'ai les possibilités de les sortir, je les gracierai. Alors, Monsieur Emmanuel Ilunga, des formulaires ont été remis aux personnes qui ont été amnistiées la semaine dernière par le gouvernement. Un formulaire qui est considéré un peu, s'il faut que je le dise, ainsi comme un acte d'engagement de la part des prisonniers libérés. Est-ce que vous pensez que cet acte d'engagement sera respecté? Oui. Et si jamais il n'était pas respecté, que faudra-t-il faire? Non, mais c'est un acte juridique. C'est comme si vous signez un contrat, vous ne le respectez pas. À ce moment-là, vous retournez en prison. C'est un acte juridique. Mais vous savez également qu'en République démocratique du Congo, c'est un problème qui est... Mais nous sommes en train de construire un État. Je ne peux pas aujourd'hui dire nous sommes totalement en une démocratie, comme en Europe, en Angleterre, partout. Non. Nous sommes en construction. C'est un processus. Mais dans ce processus-là, il faut que chacun y amène sa bonne volonté, y compris les gens du pouvoir. Et l'opposition aussi. Donc nous sommes dans un processus de construction qui n'est pas achevé. Hein.
On ne peut pas dire aujourd'hui que la RDC est démocratique parce que c'est la République démocratique du Congo. Non. Nous sommes dans un processus de construction démocratique. Et c'est dans ce processus, chacun doit apprendre à respecter les règles du jeu. Mais comment faire pour faire le suivi? Le gouvernement doit désigner une commission. On peut créer une commission de suivi. Le gouvernement peut faire ça. Pour les personnes arrêtées, pour les prisonniers politiques ou pour tous les autres? Parce que tous ceux qui ont été arrêtés ou qui ont été libérés des prisons la semaine dernière ne sont pas que des prisonniers politiques. Il y a des dames, voilà, des jeunes dames qui ont été libérées. Comment faire le suivi? Pour tous ceux qui ont pris des engagements par rapport à ces formulaires-là, le gouvernement peut avoir une commission de suivi, auquel cas le gouvernement doit réfléchir, parce que c'est le gouvernement qui a décidé d'amnistier ces gens. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas à nous de leur dire voilà ce que vous devez faire, parce que c'est leur choix, c'est leur volonté. Donc ils peuvent trouver une solution pour faire du suivi, savoir que les choses ont été respectées ou pas. Mais est-ce que dans le fond ou même dans la forme, cette loi sur l'amnistie, est-ce que ça résout ce problème de cohésion nationale, à votre avis? C'est une clé parmi tant d'autres. Ça ne résout pas tous les problèmes de cohésion nationale, mais c'est une clé. La cohésion nationale, elle exige plus que ça. C'est-à-dire? La cohésion nationale, elle exige une discussion franche et sincère. Les concertations qu'il y a eu au Congo, ce n'étaient pas des concertations dignes de la taille de notre pays. Parce que les partis politiques ne savaient pas comment les concertateurs ont été choisis. Sur quels critères, sur quelle base. Vous comprenez? Les gens s'attendaient à des véritables concertations nationales dans lesquelles les gens vont poser tous les problèmes, on met sur la table. On discute parce que nous sommes entre nous, parce que nous sommes chez nous dans notre pays. Et que discuter entre nous, ça peut prendre une semaine, 2 semaines. Nous sommes chez nous, nous voulons trouver des solutions durables. Et à ce moment-là, ça allait être des véritables concertations nationales auxquelles tout le monde devrait s'engager. Il y a eu beaucoup de réticences. Certains n'ont pas participé parce que leurs conditionnalités n'ont pas été acquises. Il y a des prisonniers qui étaient en prison, considérés arrêtés arbitrairement. Donc, on ne peut pas parler de concertation nationale. La preuve, c'est que ça ne résout pas les problèmes de cohésion nationale. On va ouvrir une brèche. Vous aviez participé à ces concertations, M. Ilunga? Nous, on était prêts à participer. Moi, j'ai même fait une conférence de presse pour ça. Parce que je considère qu'un État, pour avancer, doit avoir la qualité de dialogue entre sa population. Les gens, la partie adverse, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques. Et je l'ai dit à tous ceux qui ont voulu m'entendre. J'ai fait une conférence en Europe. Certains, je me suis attiré même la foudre des extrémistes qui ont considéré que j'étais collabo. C'est le président Kabila qui m'a envoyé, ainsi de suite. Mais j'ai expliqué que nous devons dialoguer entre nous. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui refusent les dialogues, c'est-à-dire ils veulent une solution militaire. Et cette solution n'est pas partagée par tous les Congolais. Donc ils vont tomber aussi dans la même situation. Un jour, ils seront obligés de chercher à faire des concertations pour faire la cohésion nationale. Alors autant en faire tout de suite. Ça nous fait gagner du temps. Voilà pourquoi moi j'ai accepté cette condition de concertation nationale. Mais il fallait que les cahiers des charges soient clairs. Il fallait que la plupart des partis politiques y participent. Le gouvernement a la liste de tous les partis. On devait envoyer des invitations. On devait donner la dimension solennelle à ces concertations. Ça n'a pas été le cas. Ça a été un théâtre. Vous convenez avec moi? Beaucoup de gens ne veulent pas le dire parce que je ne vais pas parce que je travaille ici. C'est des propos qui vous engagent, voilà. M. Ilunga. Moi, pour nous, ça a été un théâtre. Moi, ça ne m'engage pas. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, ça n'a pas donné l'impact que ça devrait avoir au niveau mondial. Le Congo est regardé par le monde entier. Quel impact vous auriez voulu? Mais associer tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a toujours des tensions. Associer tout le monde, c'est-à-dire inviter Étienne Tshisekedi ou encore Vital Kamerhe, n'était-il pas invité? Mais non, mais les invitations, on va les inviter comment? Verbalement? Ou bien on envoie des invitations? Aucune invitation. Encore fallait-il qu'ils acceptent? Non, mais déjà, il faut envoyer des invitations. Déjà, il faut les envoyer, c'est ça. La démarche administrative n'a pas été suivie. Il n'y a pas eu de démarche administrative pour organiser. Je ne prêche pas pour la majorité, mais je pense que les lettres ont été envoyées. Non, nous sommes un parti politique, nous avons un siège. Quand il s'agit de déposer un certain nombre de documents, on nous envoie des gens au siège du ministère de l'Intérieur. Donc on n'a eu aucun document. On a une permanence. On n'a eu aucun document. Mais malgré qu'on n'a eu aucun document, on était prêt quand même à y aller. Mais il fallait associer tout le monde. La démarche devait être mûrie
enrichi pour que ça soit fort, ça donne l'impact qu'il fallait. C'est à notre avantage. C'est à notre avantage. Et moi, j'ai fait la conférence de presse, mais je me suis attiré la foudre des extrémistes. Il y a les extrémistes, un certain nombre de combattants qui sont à l'extrême. Ils m'ont insulté, ils m'ont considéré que on m'a donné de l'argent, pour être un peu vulgaire, qu'on m'a donné de l'argent. Et c'est pour ça que j'ai fait une conférence de presse pour diviser les Congolais qui sont à l'extérieur, ainsi de suite. Mais j'ai expliqué que la majorité, ce ne sont pas des ennemis. Nous sommes tous des Congolais, il faut prendre conscience de ça. Ce ne sont pas des ennemis. Moi, j'ai des amis dans la majorité. Même si on ne partage pas les mêmes points de vue. Ce sont des adversaires politiques. Ils ont leur vision que moi, je ne partage pas. Nous, on a la nôtre. Et on se bat que sur les problèmes de vision, pas physiquement. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la loi sur l'amnistie, Monsieur Emmanuel Ilunga. Est-ce que cette loi répond à l'esprit et à la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba ou encore de la déclaration de Nairobi? Non. Non, non, parce qu'il y a beaucoup de partis qui n'ont pas participé. Le souci majeur, encore une fois, c'est qu'il fallait faire comme la conférence nationale souveraine. Vous avez vu que ça a engagé au-delà même des Congolais. Pour une loi. C'est important, parce que notre pays souffre, notre pays a beaucoup de blessures. Nous cherchons la cohésion nationale. Mais est-ce que cette cohésion ne se trouve que dans les conférences, dans les concertations? On en a tellement fait. Qu'est-ce qui a changé en République démocratique du Congo? Quand vous avez un conflit, les seuls moyens de régler les conflits, c'est les dialogues. C'est pour ça que vous avez les conférences des Yalta, les conférences des CECI, les G7, tout le temps des conférences. Parce que ce n'est que par ces moyens qu'on peut régler des problèmes entre gens civilisés. Donc il fallait qu'on prenne les temps nécessaires. Pas sous-estimer les uns en disant comme si le Congo était une propriété privée. Non, nous sommes tous des Congolais. Le Congo nous appartient à tous. Et s'il faut les construire, nous devons les construire tous ensemble. Mais il y a eu beaucoup d'orgueil. Certaines se sont comportées avec beaucoup d'orgueil vis-à-vis des autres. Donc ça ne peut pas renforcer cette cohésion tant souhaitée par tout le monde. Et pour qu'il y ait cette cohésion, il faut absolument, c'est pas trop tard, on peut refaire les choses. Même si les gens se moquent de nous, mais nous, nous savons où nous voulons aller. Il faut faire des choses comme des grands garçons, comme des gens civilisés, associer tout le monde, même des gens qu'on n'aime pas. Associer même le M23 qui viole le principe de la déclaration de Nairobi. Vous savez, même les gens qu'on n'aime pas, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus que quand quelqu'un veut prendre le pouvoir dans ces pays, qu'il prenne les armes. Nous ne voulons plus ça. Ça, nous sommes totalement contre. C'est pourquoi, moi, personnellement, j'ai eu des soucis avec comment ça s'appelle, les gens qui suivent Ngwanda, les militants de Ngwanda. Parce que j'ai demandé un débat avec Ngwanda. Ngwanda, il prêche de venir militairement au Congo. Pour faire quoi militairement? Pour tuer les Congolais? Donc, alors pour éviter qu'il n'y ait plus de Congolais qui aient ça dans leur esprit, il faut ouvrir l'espace public, des débats. Il faut que les débats quittent les armes pour que les débats viennent sur la table. Que ce soit les débats d'intelligence au lieu que ça reste les débats de force physique. Les débats quittent la table quand? Lorsque l'espace public est fermé. À ce moment-là, les débats vont dans la rue et vont vers les armes et vers la violence. Les débats, la violence s'arrête lorsque les débats s'ouvrent. Regardez les grandes démocraties. Le débat n'est pas dans la rue, n'est pas dans la violence. Il est sur la table. On débat. Vous amenez votre point de vue, j'amène le mien. Et ce n'est que comme ça que vous allez savoir est-ce que j'ai raison ou j'ai tort. C'est ce que nous voulons pour notre pays. C'est ce que moi j'ai toujours prêché, j'ai toujours prôné. Je ne partage pas forcément les points de vue de la majorité, leur idéologie, la façon de diriger, de gérer le Congo. Je ne partage pas. Moi, nous avons au sein de notre mouvement notre vision du Congo. Mais ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos adversaires politiques. Il faut que les Congolais apprennent une culture politique différente. Comment faire pour satisfaire les insatisfaits de cette loi sur l'amnistie? Parce qu'elle a déjà été promulguée par le président de la République. Oui, elle a déjà été promulguée. Après, qu'on essaie de construire avec ce que nous avons. Tout simplement. Qu'on essaie de construire avec ce que nous avons. Au jour d'aujourd'hui, la loi a été promulguée, elle ne peut plus revenir en arrière. Donc, qu'on essaie de construire avec ce que nous avons. Le principe majeur pour nous, c'est la cohésion nationale, le renforcer, ouvrir l'espace public des débats politiques pour que ces débats ne soient pas des débats d'insultes, des injures gratuites, mais que ce soit un débat d'idées, un débat d'intelligence. Alors vous, de l'opposition, vous estimez que Roger Lumbala a été écarté
de cette loi de l'amnistie parce qu'il est candidat président de la République en 2016. Écoutez, candidat président à la République, vous savez, Roger Lumbala, ce n'est pas l'homme le plus sain qu'on peut... Moi, personnellement, je ne peux pas me plaindre sur son sort. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, Roger Lumbala, je ne le vois pas. Ce n'est pas quelqu'un qui aime ce pays. Hein. Il a fait tant... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais moi, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Vous serez candidat en 2016? En 2016, Dieu décide de l'avenir des hommes. Les hommes imaginent leur avenir. Mais moi, j'aimerais justement être candidat en 2016. Mais ça tout dépend du travail que je vais fournir et des qualités que j'aurai à développer qui vont convaincre ou pas les Congolais. Mais qu'est-ce que vous pensez du processus électoral actuel? Bon, ça c'est un sujet encore une fois important. Nous sommes parmi les partis politiques qui ont signé la pétition pour réformer la CENI et le départ de Malou Malou, avec Martin Fayilou, tous les partis d'opposition qui ont signé cette pétition. Nous l'avons signée. Parce que Malou Malou a déjà été à la CENI. Il a été... À la CEI à l'époque? Oui, bon, certes. CENI, oui. Bon, mais il a montré ses limites. On ne peut plus le reconduire. Nous sommes 70 millions de Congolais. Quand même, on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas de compétences, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. Il y a des compétences. Je crois que très franchement, nous avons les devoirs sacrés. Est-ce que ces compétences se sont-elles exprimées? Je crois qu'on ne les a pas cherchées. Je crois qu'on ne les a pas cherchées. Nous avons un devoir très fort de sauver cette nation, ces pays. Les hommes passent, les pays restent. Nous vivons combien de temps ici-bas sur Terre? Dans quel temps nous allons passer? Quel pays nous allons laisser en Et pour vous sauver le pays, c'est avoir la tête de Malou Malou? Pas forcément. C'est-à-dire, c'est organiser les développements futurs de notre pays à travers les institutions que nous faisons aujourd'hui. C'est les bases du développement de demain. Le développement doit être assis sur des fondements solides. On ne peut, la CENI dans son état actuel, nous la récusons. Nous la récusons. Tout simplement. Moi, je la récuse. Notre parti la récuse. Nous ne sommes pas du tout ancrés dans sa démarche actuelle. Normalement, elle doit avoir l'honneur et la dignité de dire « je ne peux plus, j'ai essayé, j'ai fait une fois, je ne peux pas faire deux fois ». Monsieur Ilunga, ce qu'on ne comprend pas, vous demandez que Malou Malou parte de la Commission électorale nationale indépendante, alors qu'au sein même de la plénière de la CENI, il y a des membres de l'opposition. Ce n'est pas contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire, parce qu'aujourd'hui, la CENI que nous voulons... Donc vous ne faites même pas confiance en fait à ceux de vos membres qui sont dans cette plénière? Non, je ne crois pas. Mais pourquoi les avoir choisis? Non, vous savez, cette CENI-là, on les a choisis à quel moment? À quel moment ces membres-là ont été choisis? En 2011? En 2010? En 2009? Il faut se poser aussi des questions. Et quels sont les critères qui ont joué à cette époque-là pour les choisir? La CENI doit être refondée. Il faut l'ouvrir et l'agrandir. Elle doit être refondée. Malou Malou ne peut pas avoir tous les pouvoirs qu'il a à la tête d'une telle institution qui a un mot à dire sur l'avenir de notre nation. La plupart des Congolais récusent. Nous sommes des hommes publics. Moi, je parle pour l'intérêt de ma nation. Je prêche pour la paroisse de ma nation. Malou Malou, il a été à la CENI. Il a montré ses limites. C'est fini. La CENI, dans son état actuel, nous, on n'ira pas aux élections dans cet état. Non, pourtant, vous de l'opposition, vous reconnaissez que les élections de 2006 étaient meilleures à celles de 2011. Bon, mais écoutez, comparativement, parce que quand on vous donne deux mots, vous choisissez le moindre. Comparativement, bon, les élections ont eu lieu, mais il faut dire aussi que l'organisation des élections, c'est un processus qui évolue. Okay? Nous étions en 2006, le processus devrait évoluer différemment parce que nous sommes une jeune démocratie, nous sommes en train d'apprendre, nous sommes dans l'apprentissage. Mais dans cet apprentissage, on ne peut pas avoir les mêmes maîtres qui ont échoué. Nous devons changer tout. La CENI doit être changée. Donc, si nous voulons les élections libres et transparentes, où tout le monde va se dire, je m'incline. Quand mon adversaire a gagné, je suis le premier à prendre le téléphone, l'appeler, le féliciter. Lui dire, félicitations, vous avez gagné les élections, les Congolais vous ont choisi, eh bien, bonne chance, bon vent. Nous serons prêts à dire ça. Et nous sommes prêts à le faire. Mais à partir du moment où le cadre d'organisation est clair, on s'incline. Moi, je serai le premier à m'incliner. Et à appeler mes adversaires pour leur dire félicitations et à leur prêter main forte pour qu'ils dirigent bien leur mandat. C'est l'intérêt de mon pays. C'est mon intérêt.
Raison pour laquelle vous ne voulez pas signer le code de bonne conduite de la Non, CENI. nous, on a refusé de les signer. On était à la CENI. Nos cadres ont été, mais ils ont refusé. Mais qu'est-ce que vous vous reprochez à ce code? Vous savez, il y a des choses que je ne veux pas dire en public, à la place publique. La seule chose que je peux faire comprendre à mes compatriotes, c'est que la CENI, dans son état actuel, nous, on n'en veut pas. Nous n'en voulons pas. Nous voulons refonder la CENI sur d'autres bases, sur d'autres critères que nous aurons à proposer. Parce que les cahiers de charges, là, nous, on l'a déposé à la CENI. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette volonté, s'il faut que je le dise ainsi, de la majorité de réviser la Constitution? Êtes-vous pour? On ne peut pas changer les règles du jeu en cours du match. Le match se joue, l'arbitre dit, il voit que peut-être l'équipe est en train de perdre, il dit, aujourd'hui, je vais remplacer 10 joueurs. Ça refait l'équipe carrément. Non, on ne change pas les choses comme ça. Je crois que s'il y a une idée de revoir la Constitution, de toutes les façons, cette Constitution que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas parfaite. Il y a plein de choses qui manquent, il y a des trous d'air. Donc on va aller d'abord aux élections avec elle comme ça en 2016. Une fois passé ces caps... Mais pourquoi ne pas la réviser maintenant, avant 2016? Non, on peut pas comme la ça, après 2016, non. nous va quoi à autre chose? Non, nous ne voulons pas la réviser maintenant. Nous voulons qu'elle reste Qu'est-ce qui intacte. cloche? Il y a plein de choses qui clochent. Il y a des articles qui vont être retouchés. En 2006, on avait 2 tours. On arrive en 2011, un seul tour. Nous ne voulons pas des surprises comme ça. Nous ne voulons pas des surprises comme ça. C'est les règles du jeu tracées. Nous, au référendum pour voter cette constitution en 2005, nous avons fait campagne pour les non. On voulait garder l'ancienne constitution. Mais c'est l'actuelle majorité qui a fait tout pour le oui. Ah, il ne va pas nous dire encore qu'on veut la changer. Il ne faut pas être contradictoire. Non, 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 non. Nous voulons aller avec elle comme ça aux élections, en 2016. Il faut que nous aimions tous le progrès, les plus gros objectifs du progrès dans le même sens. Parce que le pays nous appartient. Que les gens comprennent que toute chose dans la vie a une alternance. Il y a le jour, il y a la nuit. L'alternance est une loi cosmique. Ce n'est pas une loi humaine. Aujourd'hui, nous dirigeons nos enfants. Demain, ce sont nos enfants qui vont nous diriger. Mais la majorité n'est pas prête pour l'alternance au pouvoir. Mais on ne leur demande pas d'être prêt ou de ne pas être prêt. Elle doit se battre par les résultats. Il faut qu'elle travaille pour que les Congolais puissent leur donner encore un nouveau mandat. C'est comme ça qu'ils vont gagner en 2016. C'est comme ça qu'ils vont se préparer à être prêts en 2016. Les Congolais ont besoin des résultats. Mais quand vous avez des Congolais qui sont virés de Brazzaville, ils viennent, ils traînent, il n'y a aucun député qui va les voir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors que les députés, c'est les représentants du peuple. Ils ne sont pas allés. Et puis ils attendent en 2016 pour dire on n'a pas prêt à lâcher le pouvoir. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est une insulte. Non, nous voulons le progrès. Les gens doivent apprendre à travailler, à réussir la vie par le travail. À réussir la vie par le travail et non par un autre moyen. La politique, ce n'est pas une mangeoire. Il ne faut pas attendre pour être un homme politique pour pouvoir monter dans l'avion. Il faut monter dans l'avion quand on travaille. On gagne son pain par soi-même. Et c'est le pays que nous voulons, où les Congolais vont travailler, ils vont gagner leur vie. Et qu'on n'entrera pas en politique pour gagner sa vie, on entrera en politique pour aider par patriotisme, pour aider son pays. Monsieur Emmanuel Ilunga, avant de terminer cette émission, un mot sur les différents incidents ou accidents connus en République démocratique du Congo. Le dernier en date, c'est des morts après le festival King Kester Emenea. King Kester Emenea Forever, au Bandundu, et puis le train de la SNCC qui a déraillé. Oui. Bon, déjà, ce sont des événements malheureux. Je présente mes condoléances aux familles les plus sincères, mais en même temps, je me tourne justement vers le gouvernement. Le gouvernement a promis aux Congolais une vie meilleure. Aux élections, dans la campagne électorale. Le gouvernement a promis des routes. Le gouvernement a promis des chemins de fer. C'est une promesse du gouvernement, ce n'est pas ma promesse. Le gouvernement a promis 5 chantiers, que les choses vont avancer. Les Congolais veulent voir les changements, c'est tout. Moi, je me bats toujours contre les opposants qui ont des insultes. Alors qu'il y a des choses concrètes sur lesquelles ils doivent débattre, sur des idées, sur des propositions qui ont été données par le gouvernement. Les Congolais ne voient rien venir. Ils n'ont pas de travail, le chômage de masse s'accroît, les Congolais sont mal logés, ils sont mal nourris, et le rêve que la jeunesse congolaise a, c'est de partir du Congo. Le gouvernement doit agir.
Et c'est comme ça, en agissant, qu'ils vont espérer retourner dans les cœurs des Congolais et ils peuvent espérer gagner aux élections en 2016. Dans les cas contraires, ils ne peuvent pas gagner. Et nous voulons des élections libres et transparentes, dans lesquelles chacun vient avec son programme et c'est une bataille d'idées, une bataille de programmes. Qu'est-ce que je suis capable de faire, d'apporter à mon pays? Pas, oui, je suis assis là, c'est fini comme je suis assis, eh bien, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La vie est une alternance. Un jour, on est né, on grandit, on vieillit et on meurt. Et cette loi, personne ne peut y échapper. Cette loi s'applique dans toutes choses dans la vie. Un jour, tu es à l'école primaire, école maternelle, primaire, aux humanités, tu quittes, université, et ben tu entres dans le monde du travail. C'est une loi comme ça de la permanence. Et ça, c'est Dieu qui l'a créée. Quand on ne veut pas respecter cette loi, il y a un vent divin qui vient, qui prend la place de la volonté humaine. C'est comme ça que les choses se font. Et nous, on veut montrer qu'on est mûr, on est mature, on est capable et qu'on va organiser bien les élections. Et d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement, le ministre Lambert Mende, l'a dit à TV5 qu'en 2016, il y aura un passage de témoins reprise entre les sortants et l'entrant. Donc il a promis. Donc il y a des promesses qui ont été faites pas par nous, on ne l'a pas forcé. Quand il dit, c'est que c'est correct. Et c'est un homme respectable. Donc ces propos sont des propos respectables. Nous l'espérons. Merci, M. Emmanuel Ilunga, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'ARP, Action républicaine pour le progrès. Nous avons examiné avec vous l'actualité de cette semaine. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'analyse. Entre-temps, portez-vous bien et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bonsoir. Analyse basée essentiellement sur le traitement de l'information de faits d'actualité. Analyse, émission Nabino, analyse, Yabino et Zakito.